parlant de pelouse et de verdure, ce qui nous amène à la nouvelle tendance forte planétaire, c'est-à-dire non seulement l'écologie, mais la façon de rendre nos villes plus vertes et de recréer certains concepts qui ont disparu avec l'urbanisme sauvage, c'est-à-dire les villages en ville. Hier, on présentait à Québec le projet Cohabitat Québec, donc un projet d'habitation de 42 unités dans Saint-Sacrement. Et dans la foulée de tout ça, on a accueilli l'auteur et cinéaste belge Mathieu Liétard, qui est à l'autre bout du fil. Bonjour, Monsieur Liétard. Bonjour, appelez-moi Mathieu, c'est pas un problème du tout. Dans le cohabitat, on se tutoie facilement. Bon. Donc en tout cas, c'est un plaisir d'être là, même s'il y a la pluie ça fait un peu belge. Moi, je viens de Belgique, là. Oui. Je vous dis, c'est un peu... mais je crois que au Québec, tout le monde est bien content d'avoir un peu de pluie, si j'ai compris, après cet été torride. Absolument. Monsieur Liétard, vous êtes, disons-le, vous êtes un expert, là, outre votre travail de cinéaste et votre travail d'auteur, vous êtes quelqu'un qui est vraiment à l'avant-plan de ce phénomène de cohabitation qu'on appelle le co-housing, donc qui est une tendance assez globale en matière d'habitation, qui donc veut redonner un visage humain à nos villes. Tout à fait. Disons expert, c'est un peu une grande parole. Moi, je me considère plutôt comme, on va dire, un activiste d'un mouvement du cohabitat, qui au fait s'est déployé vraiment, donc ça commence il y a plus ou moins 40 ans dans les pays comme le Danemark, la Scandinavie, donc au nord de l'Europe. Il y a une vingtaine d'années, les Américains, des États-Unis s'emparent du concept, et maintenant c'est vraiment le boom dans ce pays-là. Et on voit que depuis une dizaine d'années, ça commence à émerger dans d'autres pays européens, au Québec, au Canada, et même, je dirais, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc on voit que le phénomène commence à se mondialiser. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fait, les gens de ce mouvement se connaissent assez bien par finalement Internet. Internet, c'est devenu notre moyen d'échange. Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai rencontré quelqu'un à la première conférence internationale sur le cohabitat il y a 2 ans. Et on est toujours resté en contact. Et aujourd'hui, moi, je venais travailler à Montréal. Et ça s'est très bien goupillé pour finalement faire la présentation de ce livre qui est finalement sorti en français. Et on espère que ce sera une sorte de manuel pratique pour quiconque a envie d'aujourd'hui vivre une ville dans un cohabitat, c'est-à-dire avec d'autres personnes. On arrête de vivre chacun dans nos blocs. On a chacun notre appartement ou nos maisons. Donc, on peut protéger notre intimité, mais il y a des espaces communs pour développer toute une sorte d'activité avec les plus jeunes, les plus vieux, les familles, les singles, les familles monoparentales. Oui. Tout le monde peut s'entraider. Et l'ouvrage qui s'intitule Le cohabitat, donc reconstruisons des villages en ville. Oui. Et on parle beaucoup du fait que les villes déshumanisent, ou enfin presque depuis Jean-Jacques Rousseau, ma foi. Ceci étant dit, il y a quand même un aspect intéressant. Vous dites justement, les gens vivent seuls et ils peuvent avoir leur intimité dans ce type de projet-là, mais ça crée aussi donc le village. Donc il y a une protection, il y a une sécurité au-delà de l'aspect peut-être là de cohabitation communautaire, écologiste de la chose. Ça va beaucoup plus loin. Non, tout à fait. Je pense que vous avez raison, parce que ce qui est intéressant, donc moi à la base, je suis docteur en sciences politiques, donc sociologie. Je vais analyser un peu la bestiole humaine dans son créature. Voilà, c'est ça. Ça m'a toujours assez intéressé. Et quand on regarde, depuis 2007, 50% de l'humanité vit en ville. En 2030 maintenant, c'est d'ici 15 ans. On sera 80% de l'humanité qui va vivre en ville. Donc, moi je vous dis, moi j'ai 35 ans, et quand je regarde un petit peu notre monde, je me dis, mais dans quelle ville est-ce qu'on veut vivre? Quelle ville on a envie de laisser à nos enfants, etc. Et comme vous dites très bien, et je dirais encore plus à une époque où on n'arrête pas de parler de la mondialisation. Alors on voit toujours des mondialisations, on a l'impression que c'est toujours des grands échanges et que ça vole de la Chine au Québec, passant par l'Europe et tout. Mais non, mais la mondialisation, c'est aussi un impact très très fort au niveau extrêmement local. Et donc dans ces villes, en effet, on a l'impression que les villes, c'est
plein de cultures et plein de choses à faire, mais c'est aussi une énorme pression. C'est une pression que les gens aujourd'hui, ils le sentent au travail, ils la sentent aussi dans leurs relations sociales. Et c'est pour ça qu'on voit qu'en ville, la démographie est en train de changer. Et regardons juste une unité comme la famille. La famille, ces 10-15 dernières années, a extrêmement changé. Et les familles monoparentales arrivent, il y a de plus en plus de singles. Et donc on voit qu'il y a un changement. Je dis pas que c'est mauvais en soi, mais l'individu dans une grande ville est de plus en plus seul. Le cohabitat réussit à recréer un sens de communauté tout en gardant, on va dire, les bénéfices d'une société individualiste. Et donc ça fait un pont entre l'individualisme et la communauté. Et la personne qui fait partie d'un cohabitat peut toujours choisir. Donc je dirais que c'est un pouvoir et pas un devoir, où la personne peut faire des choses avec ses voisins. Donc dans le cas du projet Cohabitat Québec, c'est assez intéressant parce que 42 unités, donc il ne faut pas croire que les 42 unités vont toujours vous asphyxier et être derrière vous, mais quand vous avez envie, vous pourrez faire des choses avec eux, vos enfants pourront jouer avec eux, etc. Et donc je pense que c'est un excellent compromis, et c'est d'ailleurs pour ça que ça se retrouve dans toute une série de pays, au fait, aux quatre coins du monde. Et on comprend l'engouement. Et on le sait, nous, en tant qu'individus, parfois on a envie de voir des gens, parfois non. Alors on reste chez soi. Voilà. Et ensuite on retrouve la communauté. Il y a beaucoup de gens. Ce que je trouve intéressant d'un projet comme Cohabitat Québec, donc le projet là que vous allez, qui donc verra le jour à Saint-Sacrement, on y travaille depuis un bon bout de temps. Et est-ce que vous avez l'impression que tous les regards seront tournés vers les résultats ou vers la façon dont tout ça va s'orienter? Parce que si ça fonctionne, ça pourrait faire des petits. Ah, mais c'est clair. Moi, je vous dis, il y a quelque chose, quand j'étais petit, et je le répète ici parce que c'est intéressant, quand je parlais politique avec ma maman et tout, elle me disait, écoute, parfois, il vaut mieux arrêter de faire des grandes théories, et il vaut mieux montrer un arbre avec des beaux fruits. Et une fois qu'il y a l'arbre avec des beaux fruits, t'as même plus besoin de faire des théories, t'as même plus besoin de devoir hausser le ton, de devoir crier. Les résultats sont là. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes aujourd'hui qui sont dans le projet Cohabitat à Québec City, ce qui est intéressant, c'est que ils sont en fait les petits-enfants d'un mouvement qui a commencé il y a 40 ans et qui, dans d'autres pays, a déjà des fruits. Et donc, eux, tout ce qu'ils ont fait, nous, on veut les mêmes fruits chez nous. Mais c'est vrai que le marché immobilier est ce qu'il est, c'est pas facile. Il faut essayer de réduire les coûts, il faut essayer de construire le groupe, il faut trouver des gens. Donc ça prend un certain temps, surtout quand on est pionnier d'un nouveau monde, d'un nouveau mode d'habitation. Et c'est ça qu'ils sont en train de faire, mais là maintenant, le chantier a commencé. Je crois que c'est en juin 2013, selon le contrat, tout doit être fait. Et donc ce qui est intéressant, c'est que là on a un projet de 42 unités. Il en reste, je crois, juste une dizaine à vendre. Toutes les 32 autres ont déjà été prévendues. Donc on voit que avant même que ça existe, il y a déjà un succès. Et je peux vous dire, moi hier j'ai rencontré le groupe. Le groupe est d'une qualité vraiment humaine, c'est impressionnant. Quasiment moi, si j'étais à Québec, j'aurais acheté les 10 derniers, ça c'est clair. Ben, c'est un beau témoignage. Et aussi, ce qui est particulier à Québec, c'est qu'il y a beaucoup de gens, des citadins, mais qui sont nostalgiques de la vie de quartier. On parle de village, mais d'une vie de quartier, de petits quartiers restreints où on connaît le type de l'épicerie, le cordonnier, et tout ça. Donc, et ça, ben, on commence à le perdre au profit de l'étalement urbain. Donc, c'est aussi une façon, peut-être, là, qui pourrait, si on se projette dans l'avenir, là, devenir vraiment, mais vraiment intéressant. Vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, moi, je pense, c'est que, en effet, aujourd'hui, bon, je connais pas bien, moi, la vie à Québec, mais en partant de mon expérience en Belgique, moi, je vis assez vraiment au centre de Bruxelles, en capitale belge. Je peux vous dire que dans tous les appartements où j'ai vécu, mes voisins, je les connais pas très bien. On se salue de temps en temps, mais je trouve qu'il y a une sorte de gaspillage social dans le sens où
on fait très très peu ensemble. Il faut sortir du centre. Moi, je suis allé j'ai vécu, je suis passé un mois chez vous et il faut aller un peu à l'extérieur de la ville, un peu l'équivalent de nos banlieues ici, pour avoir une petite vie sociale, où on voit que les gens chez qui on habite connaissent leurs voisins. Là. Ça c'est vrai. Et donc dans les villes, ça manque. Il est clair que recréer un cohabitat. Donc moi-même, je suis sur un projet, mais pas aussi avancé que celui à Québec. Mais bon, on est quand même déjà bien parti, on a déjà acheté un terrain. En Belgique? Ouais, c'est ça, à Bruxelles. Donc là, c'est pour faire le deuxième cohabitat en Belgique. Donc chez nous aussi, c'est un mouvement assez récent. Mais on pense, pour revenir à votre question, vraiment que avoir un cohabitat comme ça dans un quartier n'est pas seulement intéressant pour les gens qui vivent à l'intérieur, mais aussi pour les gens qui vivent à l'extérieur. Parce que souvent, ces espaces communs vont pouvoir servir à une fête de quartier avec les gens autour. Les enfants qui seront finalement les voisins de ce cohabitat vont commencer à jouer dans les espaces communs et dans les jardins du cohabitat. Et donc finalement, on va voir se tisser des liens, comme vous dites, donc des liens qui vont au-delà du cohabitat. On n'est pas du tout dans une sorte de ghetto fermé, comme on peut trouver parfois dans certaines sociétés, des ghettos de personnes qui ont par exemple de l'argent, qui s'enferment, qui se protègent, qui se barricadent. Le cohabitat, c'est complètement l'opposé. C'est ou qui n'ont pas d'argent, justement. Là. Le vrai ghetto et le ghetto, là, ce qu'on dit en anglais, c'est les gate community, là, voilà. Où t'as un flic à l'entrée, t'as des grandes portes en fonte, et là, on pénètre dans une espèce d'Éden, mais assez carton-pâte, merci, exactement. Où toutes les maisons sont similaires, mais on est bien. En fait, c'est ce que les gens disent, mais vous voyez, ce qui se passe, c'est que donc chez nous, dans un cohabitat, il n'y a pas du tout cette notion de protection, etc. Mais justement, on est bien. Pourquoi ? Parce que nous, notre protection, c'est la communication. C'est-à-dire que pour être sûr que dans une communauté avec une quarantaine de voisins, pour être sûr qu'ils ne nous marchent pas sur les plates-bandes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va très tôt apprendre à dialoguer, à exprimer nos besoins, à écouter les leurs. Et finalement, quand il y a un voisin qui nous tape sur le système, on va pouvoir lui dire « Hey, attention, ici, ça s'arrête. Ta liberté s'arrête parce que là, c'est le début de la mienne. » C'est ça. Et finalement, les gens arrivent à se parler et ça se passe, en tout cas dans tout ce que moi j'ai vu en Europe principalement, ça se passe très très bien parce que une fois qu'on apprend à parler avec les autres, on gagne énormément en échange. Et évidemment, là, ça on parle de l'aspect social, mais là, il y a l'aspect de la bête, hein, de la chose, donc des unités et de ce village-là qui est là vraiment au goût du jour, au goût du jour, dans la mesure où là, l'écologie, une certaine économie, une façon de le recyclage des déchets, tout ça, là, il y a un travail, il y a un travail collectif aussi là-dedans. Là. Il y a une façon de se réinscrire dans une espèce de vie plus naturelle aussi. En tout cas, vous voyez, moi j'ai vu plusieurs cohabitats et ça dépend vraiment d'un cohabitat à l'autre. Donc ça c'est important, c'est chaque fois les cohabitants qui vont définir les priorités, les valeurs de base. Ça aussi c'est intéressant parce que c'est la majorité donc qui choisira la façon de gérer ce genre de... Oui, c'est ça, et même c'est plus que la majorité, ils discutent, ils ont vraiment ça prend un peu plus de temps, mais ils veulent pas être dans quelque chose qui fait majorité-minorité. Tout d'un coup, il y en a une dizaine dans le cohabitat. Ils sont même pas écoutés. Même eux seront toujours écoutés. Ça, c'est quand même important. Et celui à Québec City, exemplaire, je pense, et il faut le noter, c'est quand même du lead, qui est une sorte de... d'éclairage. Oui, c'est ça, mais c'est lead, chez vous, c'est les habitations certifiées, là. Exactement. Et eux, ils sont lead platinum. Donc, ils sont vraiment très, très hauts. Et pourtant, ils ont réussi à garder les coûts très, très bas. Et pourquoi ? Parce que finalement... Quand on fait les choses ensemble, on réussit à avoir des économies d'échelle et donc à abaisser les coûts. Donc c'est vraiment intéressant de voir que dans un cohabitat, je disais bien pas tous, mais celui à Québec en tout cas, et de plus en plus en Europe aussi, les nouveaux cohabitats font extrêmement attention à l'écologie dans la construction, mais ensuite quand ils vont vivre dans des cohabitats, il est clair que par exemple, certaines personnes vont se rendre compte que ils n'ont pas tous besoin de la voiture tous les jours. Donc ils vont par exemple faire du covoiturage et acheter une voiture avec 3 ou 4 familles. D'autres vont par exemple réussir à avoir leur propre source d'énergie, parfois
afin de diminuer l'énergie. Et une recherche en Angleterre a été faite il y a 3 ans, et elle avait été faite sur les cohabitats aux États-Unis, et elle disait qu'en moyenne, un cohabitat émettait 50% de CO2 en moins par rapport à des habitations traditionnelles. C'est appréciable quand même, là. Ah, ouais, mais ça c'est parce qu'ensemble, on peut vraiment faire plus. Pour moi, vivre en cohabitat, une métaphore que j'aime bien, c'est un peu comme du Wikipédia ou du Linux. Donc tous ces systèmes un petit peu open source qui ont été lancés il y a plus ou moins 10 ou 15 ans, et finalement chacun peut contribuer pour créer quelque chose de plus grand. Le cohabitat, pour moi, c'est du Linux et du Wikipédia, mais adapté à l'habitation. On sort du monde Internet, on sort des programmes informatiques, et on arrive dans le nid de l'être humain. Vraiment son habitation, et on se dit comment est-ce qu'on peut finalement faire quelque chose ensemble qui soit plus qu'un habitat traditionnel. Et en terminant, M. Liétard, si on regarde, évidemment, le concept, vous avez dit il y a une quarantaine d'années, là, ça commence vraiment à s'étendre. Si on se projette dans l'avenir, selon vous, est-ce que cette tendance-là va... J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui ne reculeront plus, là, qui ne reviendront pas à une certaine ancienne façon de faire, à un certain étalement ou étouffement. Bref, comment voyez-vous l'avenir de la cohabitation? Moi, je pense que la cohabitation aujourd'hui, j'ai envie de prendre un terme un peu comme ça, mais on est déjà dans du back to the future. Oui, non, mais on voit bien l'image. Et voilà, parce que dans un sens, on est en train de reproduire des recettes que nos grands-parents et arrière-grands-parents, ils vivaient quasiment dans des modes de cohabitat. Et aujourd'hui, après, on va dire 50-60 ans d'une société hyper individualiste, maintenant on revient en arrière. On garde les bons côtés d'une société individualiste, on garde les bons côtés d'une société communautaire, on essaie de faire un mix entre les deux, et ça, ce qui est important, c'est que ça offre des solutions à des problèmes, à des défis majeurs des villes aujourd'hui, des problèmes sociaux qu'on a parlé, mais aussi écologiques, économiques, et donc tout ça va faire en sorte que moi, demain, je reviens à cette métaphore de l'arbre. Les fruits seront là, et de plus en plus de personnes vont se dire « c'est bon pour moi ça ». Le seul défi, le seul problème qui reste sur la table aujourd'hui, c'est que le projet à Québec, là, il reste plus qu'1 an. On va dire qui rentre dans le projet maintenant, c'est le bon moment pour entrer parce qu'ils sont vraiment à la fin. Les travaux ont commencé, il n'y a plus qu'à découvrir le groupe et à se lancer dans l'histoire. Mais les gens qui travaillent déjà depuis 8 ou 7 ans. Donc, ça a été très très long pour eux. C'est vraiment un travail de fou. Et il faudrait que dans les années à venir, soit ce soit l'État, soit ce soit des promoteurs immobiliers qui se disent mais on va vraiment travailler avec ces citoyens pour leur rendre la vie plus facile afin qu'il n'y ait pas un cohabitat tous les 5 ans dans une ville comme que ce soit moins Québec, mais qu'il y en ait plus, que ça devienne une option sur le marché immobilier. Et ça, c'est encore le défi sur lequel il faut travailler. Eh bien, on y travaillera et je vous remercie. On regardera l'arbre, nous, en attendant, et on observera là, ses fruits. Et on les cueillera, j'espère, avant la fin de nos existences terrestres. Mathieu, merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne chance pour vos autres projets. Et si vous revenez à Québec, ça me fera plaisir de vous reparler. Voilà. Et donc, moi, je souligne juste que si les gens sont intéressés par le livre, il est disponible sur le site cohabitat.ca. Et donc là, vous avez toute l'information aussi sur le projet à Québec, etc. Donc, allez sur Internet et puisez de l'information. Vous ne serez pas déçus. Grand merci à vous. Merci infiniment, Mathieu Liétard. Et passez une belle journée et n'oubliez pas votre parapluie. Merci. Au revoir. Bonjour, merci infiniment. Alors, bonjour, merci infiniment.